Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Amateur de montres. Dans cette vidéo, on va suivre un petit peu le concept des précédentes vidéos, à savoir une vidéo où je vous dis les avantages et les inconvénients d'une montre après vous l'avoir mise en contexte. Donc voilà, on va continuer tout simplement avec cette Hamilton Kaki Aviation Pilote Day-Date Auto. Pouce bleu pour, pour la récitation du titre, du nom de cette montre, parce que vraiment, c'est pas le nom le plus agréable, hein, c'est vraiment un nom marque Hamilton, gamme aviation, sous-gamme pilote, et en plus avec la date. Enfin bref, c'est un titre vraiment peu poétique. Pour vous parler un peu de cette montre, avant de vous en donner les avantages et les inconvénients, c'est ma première montre automatique que j'ai achetée il y a 1 an. C'est la seule montre que j'ai qui a un style d'aviateur. C'est une montre que je ne porte malheureusement pas beaucoup, contrairement à mes plongeuses. Pourquoi? Moi je fais un métier quand même, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je suis viticulteur, je bosse avec mes mains. Les montres seraient exposées à des situations difficiles et j'aime bien le côté robuste des montres de plongée. Une montre d'aviateur pour moi n'a pas vocation à être aussi robuste qu'une montre de plongée et donc j'ai pas envie de prendre le risque d'abîmer cette montre. Mais voilà, c'est très théorique ce que je viens de vous dire, c'est vraiment une interprétation à moi. Donc voilà pourquoi je la porte peu en semaine. Et des occasions, typiquement, je la porterai, c'est pour aller au restaurant ou en soirée, etc. Mais le problème, c'est que depuis plus d'1 an maintenant, il n'y a pas beaucoup d'occasions d'aller au restaurant, puisqu'ils sont fermés. Et il y a toujours le couvre-feu à 18h. Donc ça limite beaucoup les moments où je pourrais porter cette montre. Donc au final, je la porte assez peu à cause de ça. Je la porte de temps en temps le week-end. Donc voilà, je la porte assez peu, mais bon, j'espère qu'à l'avenir, j'aurai l'occasion de la porter plus souvent. On va pouvoir passer aux avantages de cette montre. Alors, premier avantage, je trouve que c'est une très bonne réinterprétation du style aviateur. Ils disent dans leur message commercial que c'est une réinterprétation du style aviateur. Je suis d'accord. Parce que tout simplement, intégrer la date et le jour sur une montre d'aviateur, c'est rare. À l'origine, il n'y avait pas ces deux complications. Et Hamilton a réussi à le faire de façon plutôt élégante, de façon plutôt réussie aussi. Et ça ne casse pas la symétrie de la montre, c'est-à-dire que vraiment le fait de l'avoir intégré dans cet espace vide, c'est très réussi, alors que s'il avait intégré comme sur la Seiko King Turtle ici, ça aurait vraiment cassé le design du cadran et ça serait pas réussi du tout. Alors que là, honnêtement, je trouve que c'est la montre que j'ai qui a la meilleure intégration du jour et de la date. Parce qu'il n'y a pas seulement que la date, il y a aussi le jour en toutes lettres. Et là, on est mercredi, vous pouvez voir que c'est en anglais, et le mot est plutôt long quand même. Donc, très très bonne implémentation de ces deux complications. D'autres choses aussi que je trouve très sympa et qui sont des avantages, c'est la qualité des index, la qualité et le travail surtout des aiguilles. Les index sont appliqués, vous voyez, ils sont en relief par rapport au cadran. On peut avoir des reflets de toutes les couleurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être quasiment noirs à très brillants, comme vous pouvez voir le 30 et le 35 ou le 20. Tout ça en fonction des reflets. Je pense que c'est très lié, alors on le verra pas en vidéo, c'est trop petit, mais les chiffres en fait des index sont striés à la verticale très fin. Et quand on regarde de très près, on peut le voir à l'œil nu. On le voit pas en vidéo, mais du coup, je pense que ça permet d'avoir justement on le verra pas, tous ces reflets. Je pense que ça y joue là-dedans. Regardez là comment ils brillent par rapport à l'inclinaison qu'ils ont avec la lumière. D'ailleurs, pareil, le traitement anti-reflet est très sympa. Vous voyez que
elle est pas illisible alors qu'elle a un spot en dessus d'elle. Les aiguilles, comme je vous ai dit, je les aime beaucoup parce qu'elles sont symétriques. On parle beaucoup de symétrie dans cette vidéo. L'aiguille des heures, vous voyez qu'on a dans sa première partie, on a de la luminescence, donc elle est opaque, et elle est trouée sur sa pointe en triangle, laissant apparaître derrière elle les heures. Voilà. On a un second chemin de fer, je trouve qu'on appelle ça, qui indique les heures, et à l'extérieur, on a les minutes. Donc c'est très bien fait, et l'autre aiguille, vous voyez qu'elle elle part creuse et elle finit avec de la luminescence en deuxième partie à l'intérieur, et elle mène jusqu'aux minutes. Et je trouve que tout ce travail de symétrie, que ce soit avec l'intégration de la date et du jour, avec les aiguilles, ce travail sur les index, etc., la luminescence qui fait tout le tour et qui est sur les aiguilles, vraiment je trouve que le cadran est extrêmement réussi, et ça donne un cadran de monde d'aviateur extrêmement attachant, et voilà, qui a quelque chose et qui n'est pas exactement le même que sur la plupart des montres allemandes qui ont un style aviateur. Alors que là, elle a vraiment une personnalité différente, quoi. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Voilà. On va passer maintenant en dehors du cadran. Je trouve que c'est la qualité globalement de la montre, la qualité surtout des finitions. Je trouve que c'est une montre qui est très bien finie. On a du polymiroir sur les arêtes du boîtier. On a de l'acier brossé sur les côtés du boîtier, également sur les cornes. Et je trouve que du coup, le prolongement avec le bracelet est très bien fait. On peut voir également qu'il n'y a pas un pet de jeu entre les cornes et le bracelet, contrairement à ce que j'ai pu vous montrer sur la Seiko King Turtle. Le bracelet n'a pas beaucoup de jeu, il fait pas un bruit de fou quand vous le secouez. Le bracelet est de bonne qualité, surtout pour le prix. On n'est pas sur une montre de plongée, donc évidemment, il n'y a pas d'extension pour la plongée. Attention, je suis dans le noir. Il n'y a pas d'extension pour la plongée, et il est très simplement ouvrable juste par pression hein, sur le fermoir. Donc voilà, il y a 3 micro-ajustements. Donc voilà, le bracelet est très bon, il est assez épais, il est un peu plus fin à la fin qu'au début, c'est un 20 mm. Donc voilà, c'est vraiment une montre très bien finie, très bien proportionnée également, je trouve. Le cadran est très grand sur le boîtier, je trouve que c'est vraiment purement dans l'ADN également des montres d'aviateurs. 42 mm, c'est une taille assez grande mais pas trop. Mais surtout, l'espace est très très bien utilisé par le cadran qui prend vraiment l'immense majorité du boîtier. Voilà, et c'est ce qui est, je trouve, logique et qu'on devrait avoir sur toutes les montres avec un style aviateur. Est-ce que je peux lancer une pointe envers Yema? Oui, allez, je vais la faire. Par exemple, Yema a sorti une montre d'aviateur qui s'appelle la Flygraph. Et je n'aime pas du tout le côté énorme de la lunette sur la Flygraph, parce que déjà qu'elle ne fait que 39 mm, vous enlevez la taille de la lunette, vous vous retrouvez avec un cadran d'aviateur qui est tout petit, alors que le principe même d'une montre d'aviateur, c'est fait pour être lisible. Voilà, c'est donc, je trouve, très très respecté sur cette montre, malgré qu'ils arrivent à intégrer le jour et la date. On va parler du fond de boîte. Voilà, donc il est transparent, on peut voir le mouvement à l'intérieur qui est le Hamilton H40, mouvement très sympa, moi j'aime beaucoup, techniquement, 80 heures de réserve de marche, 80 heures de réserve de marche très précis sur cette montre-là, il tourne à largement moins de 10 secondes par jour, c'est-à-dire qu'actuellement, je l'ai testé sur 20 jours, alors je l'ai pas beaucoup porté sur ces 20 jours, mais je l'ai remonté à chaque fois pour pas qu'elle s'arrête, et elle a pris en moyenne 1 seconde et 2 dixièmes en moyenne, par jour, sur 20 jours. Voilà. Si je la portais tous les jours au poignet, peut-être que ce serait différent. Mais en tout cas, elle est quand même très précise comparée aux 2 montres que je vous ai présentées précisément. Voilà. Donc, super mouvement, 80 heures de réserve de marche et précis. On a également un autre avantage, c'est les 100 mètres de profondeur. Alors,
ce n'est pas une montre avec une couronne vissée. Je vous déconseille d'essayer d'aller à 100 mètres de profondeur, mais vous pouvez aller vous baigner avec. Voilà. 100 mètres, c'est quand même nettement mieux, par exemple, que sur une montre du type une Omega Speedmaster, qui est qu'à 50 mètres, ou je sais pas, d'autres montres de plongée qui ont beaucoup moins, jusqu'à 30 mètres, et là, à 30 mètres, limite, vous pouvez pas la mettre sous la pluie, quoi. Donc, voilà. C'est à peu près tout pour les avantages. Non, si, on pourrait aussi citer que c'est la montre de l'acteur principal du film Interstellar, dans le film Interstellar. Moi, c'est pas pour ça que j'ai acheté la montre, mais ça y a participé, parce que le film Interstellar est l'un de mes films préférés, si ce n'est même mon préféré. Donc, quand j'ai appris ça, parce que je n'avais pas fait attention quand j'avais vu le film en 2014, mais quand j'ai appris que c'était la montre portée par l'acteur principal du film Interstellar, ça a pesé dans la balance pour que ce soit ma toute première montre automatique. Sinon, ça aurait pu être une Tissot 6 Star, je crois que ça s'appelle. Enfin voilà. Mais ça a joué dans la balance et ça a fait que j'ai acheté celle-ci. Je trouve que c'est quand même un petit avantage, en tout cas à mes yeux. Au niveau des inconvénients maintenant, on va parler d'un truc qui a un inconvénient oui et non. Je trouve que le bracelet se raye très facilement. Alors, j'ai une explication là-dessus. C'est une montre que j'ai achetée donc avant l'été dernier. Je l'ai donc portée beaucoup l'été dernier. L'été, on a des manches courtes. Et donc, forcément, comme j'avais des manches courtes, le bracelet était beaucoup moins protégé. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de micro-rayures dessus. C'est pas très grave en soi. Moi, les rayures sur le bracelet, c'est pas un truc qui m'importe énormément. Mais voilà, je tenais quand même à vous le dire pour être vraiment complet. On a aussi le vrai point négatif de cette montre, c'est l'utilisation de la couronne. Je la trouve très compliquée à manipuler, que ce soit trouver le premier cran. Donc là, je suis au premier cran, voilà, et il faudrait la tirer encore plus pour aller au deuxième. J'ai pas d'ongle, j'ai pas d'ongle, malheureusement, et c'est très compliqué. En plus, elle est très dure, même quand on a des ongles. Voilà, trouver que ce soit la première, enfin la position pour régler la date et le jour est pas évidente. Alors quand vous la tirez à fond, mince, vous avez loupé le cran pour la date et l'heure, et la date et le jour. Donc vous la repoussez et là vous la refermez, donc vous êtes pas non plus dans la bonne position. Voilà, c'est assez compliqué de trouver la bonne position. Pour la remonter, moi je fais comme ça, je trouve que c'est le plus efficace de la faire glisser sur le côté du doigt. Ça fait un peu mal, si vous n'avez pas des mains solides, ça peut faire un peu mal. Surtout qu'il faut faire beaucoup de tours pour remonter le mouvement qu'à 80 heures, donc voilà. Donc globalement, le seul point positif factuel, c'est l'utilisation de la couronne, qui est pas évident. Elle est petite, les protège-couronnes sont très intéressants, sont très bien pour protéger, mais ils empêchent vraiment de l'utiliser correctement. Voilà, c'est un point, c'est le vrai point négatif de cette montre, mais c'est pas non plus un point rédhibitoire, quoi. C'est largement mieux, enfin c'est négligeable comme point négatif, je trouve, par rapport à typiquement la précision de la Seiko Alpiniste ou même de ma King Turtle. Voilà. Dernier point, alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça un point négatif, parce que là je vais vous parler d'un on m'a dit. Un d'entre vous, que je remercie, m'a mis au courant que il y avait des pièces en plastique dans ce mouvement, donc à vérifier. Mais en fait, pour me dire ça, il se basait sur la vidéo d'un Italien qui est horloger, je crois, que j'ai vu, mais là je me rappelle plus énormément de cette vidéo. Et cet Italien, justement, parlait de ce mouvement, comme quoi il ne l'achèterait pas parce que, justement, il y avait des pièces en plastique dedans et que c'était grosso modo irréparable, un truc comme ça, ou peut-être que ça résisterait pas bien dans le temps. Bref, ça, je ne peux pas le vérifier moi-même. Je ne suis pas horloger. Moi, ce que je peux vous dire, qu'en tout cas, en un an, la montre s'est parfaitement comportée. Je n'attendais pas moins d'ailleurs.
Mais voilà, est-ce que sur 10 ans, le mouvement va fonctionner correctement? Bref, moi je la ferai réviser dans 5 ans. C'est une montre que je ne vendrai jamais. Bon, globalement, je suis pas parti dans l'optique de vendre quelle que soit de mes montres. J'y pense des fois avec mes deux Seiko, hein. Peut-être qu'un jour, si j'achète une Seiko plus haut de gamme, peut-être que je vendrai mes deux Seiko. Mais pour l'instant, voilà, je l'envisage pas vraiment. Tant que j'ai de la place dans ma boîte, je n'en vendrai pas. Par contre, le jour où j'aurai plus de place dans ma boîte de 8, peut-être que je vendrai une montre. Et à l'heure actuelle, ce sera très certainement une Seiko. Voilà, surtout certainement la King Turtle, parce que si j'achète une nouvelle Seiko, ce sera une montre de plongée plus haut de gamme. Et voilà, là, je vous dévoile un petit peu mes plans pour le futur. Il y en a une qui s'appelle MM300 qui me fait un peu d'œil. Bref, voilà, pour conclure, une montre avec beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. J'aime énormément cette montre parce que déjà c'est ma première montre automatique. Elle m'a procuré mes premières émotions dans le milieu des montres automatiques. Je n'ai jamais eu les mêmes sensations en achetant une nouvelle montre, même ma Black Bay, que quand j'ai reçu celle-ci, la découverte d'un mouvement automatique, comment se comporte un mouvement automatique. Voilà, il y a beaucoup de sentimental en fait dans cette montre. Peut-être que je suis pas assez critique envers elle. D'un autre côté, je me souviens qu'à l'époque, j'avais regardé des vidéos, j'étais tombé sur celle de Bruce Williams, qui est un très bon youtubeur américain, qui pareil, l'a trouvé très bien, que c'était un très bon rapport qualité-prix, hein, si je me souviens bien. Voilà, c'est une montre. Un inconvénient qu'on pourrait dire, mais c'est pas du tout factuel, c'est pas du tout concret. C'est son manque d'histoire, c'est-à-dire que c'est pas un modèle historique, c'est pas un modèle comme l'alpiniste qui est à l'origine sorti dans les années 60 et qui perdure jusqu'à maintenant. Non, c'est vrai que celle-ci, voilà, c'est une réédition d'une montre d'aviateur. Et l'heure de gloire des montres aviateurs, c'était les montres allemandes des années 40, globalement. Là, on n'a pas d'histoire chez Hamilton avec les montres d'aviateurs comme celle-ci. Donc voilà. Est-ce qu'elle va se forger une histoire? Non. Non, parce que malheureusement, chez Hamilton, comme chez Tissot, il y a tellement de modèles qu'aucun ne devient emblématique. C'est pas comme chez Dotmark. Aucun ne devient emblématique puisqu'ils sont un petit peu noyés dans la masse, si on peut dire. Même si ce sont chacun de très bons modèles, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Bref. Concluons clairement, c'est une très bonne montre pour son prix, même si elle coûte 55 € de plus maintenant qu'à l'époque. Elle est passée de 895 à 845. Oui, non, elle a pris 50 €. Voilà, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Vous trouverez pas de montre avec des mouvements techniquement meilleurs à moins de 1000 €. Pour moi, le Powermatic 80 ou le H40 et ses déclinaisons qui est dans cette montre, c'est ce qu'il y a de mieux. En termes de précision, en termes de réserve de marche, voilà, il n'y a pas mieux. Et je trouve que la qualité du bracelet est tout à fait supérieure au bracelet métal de chez Seiko à moins de 1000 €. Voilà. Les finitions, tout ça, il n'y a pas de défaut. Cette montre n'a pas de défaut globalement, voilà, à part la couronne. Mais c'est pas un défaut en soi, quoi. C'est pas comme si la couronne fonctionnait mal. C'est juste que comme elle est conçue, elle est pas super pratique à prendre, mais il n'y a pas de problème d'alignement, etc. Tout est super bien fait sur cette montre. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation de montre avantages inconvénients. Et ce sera la Tudor Black Bay. Ciao tout le monde.